Bienvenue, bonjour Julien. Merci, bonjour Majda. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview consacrée aux marques engagées, aux marques responsables. Alors tu es directeur marketing digital du groupe Fnac Darty. Le groupe est leader européen de la distribution omnicanale dans l'électroménager, l'électronique et les produits culturels. C'est bien ça? C'est bien ça. Et récemment, le groupe a annoncé des super bons résultats compte tenu du contexte, en l'occurrence à peu près 2% de croissance sur 2020, mais surtout un autre chiffre que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous avez gagné 5 millions de clients actifs sur le web. En 2020. Ouais. En 2020. Quand on voit ces super résultats, je le redisais, pourquoi finalement on s'intéresse à ce sujet de marque responsable, de marketing responsable, et pourquoi est-il aussi important? Je te dirais pour 3 raisons, Majda. Le premier, c'est une question de culture. La deuxième raison, c'est une question de conviction d'entreprise. Et la troisième, c'est une question de lien avec les consommateurs. Je vais les développer, ces 3 raisons. La première, la culture, c'est toujours intéressant pour comprendre l'ADN d'une marque de se plonger dans son histoire. Et quand on se plonge dans l'histoire de Fnac et Darty, on comprend très vite que la responsabilité et l'engagement, ça a toujours été cœur. Quand la Fnac est créée en 1954, c'est pour s'engager au service du pouvoir d'achat des travailleurs. Quand un peu plus tard, elle invente un nouveau rôle pour les vendeurs en magasin, complètement libre et responsable, et quand elle invente la notion de laboratoire d'essai produit, c'est aussi pour s'engager à proposer ce qu'il y a de meilleur en termes de produits culturels et électroniques à ses clients. Pareil pour Darty, quand en 1973, le fameux contrat de confiance est créé, c'est la première fois qu'un distributeur s'engage par écrit auprès de ses clients sur une proposition très claire sur le choix, les prix, les services. Donc ça, c'est le point sur la culture. Ensuite, la conviction d'entreprise. On est convaincu qu'on ne peut pas être juste un agent économique. On doit aussi être un agent de changement qui apporte sa contribution, sa pierre à l'édifice, sur le fait de pouvoir faire évoluer les choses sur les grandes problématiques qui traversent nos sociétés aujourd'hui. Alors, il y a des choses qu'on fait qui peuvent être visibles. Exemple, tout le combat qu'on mène pour augmenter la durée de vie des produits qu'on vend. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et des choses qui sont peut-être moins visibles, mais qui ne sont pas moins importantes. Je pense pour un distributeur comme nous, qui a un réseau de magasins partout en France, le sujet de l'emploi est extrêmement intéressant aussi, puisque ça fait à peu près une dizaine d'années depuis la crise de 2008 qu'on vit dans un contexte assez tendu. Pour autant, on emploie des gens dans des petites villes, dans des moyennes villes, dans des grandes villes, et on a toujours soutenu l'emploi parce qu'on a une responsabilité sur le tissu social français. Et même en 2021, dans le contexte qu'on connaît, on s'engage encore à recruter 500 CDI sur des métiers d'avenir comme le digital, la logistique, le SAV. Donc c'est ça aussi, cette notion de conviction d'entreprise. Et je finirai par le lien client. On sait que les clients évoluent dans leur comportement, dans leurs aspirations. C'est le cas de génération en génération, mais on le voit là sous nos yeux que c'est de plus en plus rapide. Et dans le même temps, le lien aux marques et les attentes par rapport aux marques, elles évoluent aussi. Et on ne veut pas être ceux qui réagissent quand les choses sont installées. On veut être ceux qui captent les choses quand les signaux sont encore faibles pour pouvoir peut-être impulser, voire en tout cas au moins accélérer les choses. Et là, il y a quelques chiffres qui sont intéressants quand on parle de responsabilité. Quand on sait que déjà à peu près 75% des gens nous disent qu'ils sont prêts à privilégier une enseigne responsable par rapport à une autre, quand ils nous disent qu'ils sont déjà 60% à consommer de la seconde main, quand ils nous disent qu'ils sont 85% à être prêts à préférer l'usage plutôt que la possession, c'est des paris qu'on a été content de prendre déjà il y a un bout de temps plutôt que de les subir aujourd'hui. Et justement, effectivement, le plan stratégique Everyday qui a été annoncé à horizon 2025 positionne la durabilité comme étant un pilier majeur. Quelles sont les actions qui en découlent de façon plus concrète ? Alors c'est effectivement un des 3 piliers du plan Everyday qui a été présenté il y a quelques jours, à côté du renforcement du modèle omnicanal de Fnac Darty et à côté du développement des services d'assistance au foyer par abonnement. La durabilité, c'est aussi, au-delà d'être un pilier, c'est aussi inscrit dans le dur, dans la mission de Fnac Darty, qui est de s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Donc ça ne peut pas être qu'une question de parole, ça doit être des actes, comme tu le suggères dans ta question. Et je vais t'en donner 4 assez marquants. Le premier, il est structurant pour un distributeur, c'est l'évolution de notre offre produit vers plus de durabilité, et je vais le développer un peu après.
Le deuxième, c'est même en ayant une offre qui structurellement est plus durable, orienter activement le choix de nos clients vers les produits les plus durables de nos gammes. Le troisième, ça a plus trait aux services qu'on va développer pour améliorer l'usage de nos produits et favoriser le fait de les réparer plutôt que de les remplacer. Et le quatrième, ça a plus trait à notre business e-commerce, c'est de faire privilégier le retrait en magasin plutôt que la livraison à domicile. Donc si je reviens sur le premier point, le fait de faire évoluer nos gammes, c'est un peu le cœur du réacteur d'un distributeur, les gammes qu'on vend. On va de deux manières. Premièrement, le fait d'accélérer fortement sur la seconde vie. On a déjà une force, c'est le fait de collecter à grande échelle et de réparer à grande échelle. Mais donc voilà, on va intégrer tout ce sujet-là verticalement pour accélérer fortement là-dessus. Et même sur nos produits classiques, neufs, on va avoir un cahier des charges beaucoup plus drastique sur la durabilité de ces produits, que ce soit via nos fournisseurs en direct ou nos vendeurs marketplace, et on sera prêt à aller jusqu'à déréférencer des produits qui ne seraient pas assez exigeants là-dessus. Le deuxième élément, ça touche l'orientation du choix de nos clients. On a un asset fantastique, c'est notre SAV qui est là depuis les débuts. Et il a pu, par ces données qu'il a accumulées, voir sur chacun des produits la fiabilité, la facilité à les réparer, la composition des produits. Tout ça, ça nous a aidé à créer une base en fait, et un score de durabilité de l'ensemble des produits qu'on vend. Et en fait, quand on pondère les ventes qu'on fait dans les deux enseignes, le score de durabilité moyen de tout ce qu'on vend, c'est 88 en 2017, quand on a créé cet indice-là. Ce qu'on veut, c'est en 2025 l'emmener à 135. Donc voilà, il y a un engagement chiffré et très clair sur ces choses-là. Le troisième élément, c'est les services. Les services, on a déjà fait beaucoup, on va encore en faire, mais on a des choses comme une communauté SAV et un business de vente de pièces détachées pour aider sur toutes les logiques de gens qui veulent diagnostiquer tout seuls les pannes de leurs produits et réparer eux-mêmes. On a des services là qui sont plutôt pour des gens qui ne savent pas le faire ou qui n'ont pas envie de le faire, de faire réparer. Une entreprise comme WeFix qu'on a acquis il y a quelques années qui est spécialisée sur les smartphones, ou un abonnement comme Dartimax qui vous couvre à 100% sur la réparation de votre électroménager. Voilà, c'est des jalons assez forts. Et le dernier point, c'est sur notre business e-commerce, je t'en parlais tout à l'heure, c'est le fait de se dire que oui, la livraison à domicile, c'est extrêmement pratique, mais on pense qu'avec notre maillage de magasins, on a quelque chose à faire valoir. Parce qu'on est partout en France et qu'on est capable, sur un achat que vous avez fait sur le web, dans l'heure, pour beaucoup de produits, de vous le mettre à disposition en magasin. Donc c'est un peu la praticité du e-commerce et l'immédiateté du magasin qui nous paraît être une proposition de nature à faire reculer la livraison à domicile au profit du click and collect, et on sait l'empreinte carbone que ça fait économiser. On voit effectivement, tu as mis en avant 4 actions majeures phares. À côté de ça aussi, il y a un impact sur les stratégies marketing. Ces engagements, ils changent peut-être la façon dont on fait du marketing. Ça change déjà les messages, ouais. Mais ce que je disais, c'est qu'il faut avoir les actes avant d'avoir les messages. Et c'est vrai que, évidemment, dans nos messages marketing, on s'efforce de relayer les 4 actions que je viens de te citer. J'y reviendrai pas forcément. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Ça va aussi dans la manière de faire du marketing. Là, je pense qu'on est encore à l'aube de quelque chose. On est vraiment au balbutiement. Mais je peux prendre déjà 3 exemples qui vont forcément bouger, ou en tout cas, nous, on va forcément bouger dessus. Le premier, c'est un sujet qui est dans toutes les têtes et dans toutes les discussions. C'est dans le marketing digital, la question des données personnelles et de redonner le pouvoir à l'utilisateur. Ça, je vais y revenir dans un instant. Le deuxième, toujours dans le marketing digital, on voit que sous couvert de personnalisation, d'envie de personnalisation des clients, il y a eu des dérives. Et je pense qu'on va devoir passer d'une personnalisation à des fins de pression commerciale à une personnalisation beaucoup plus utile. Je vais y revenir aussi. Et le troisième changement, peut-être sur le spectre média que les entreprises utilisent aujourd'hui, au sens large, si on est capable de noter un peu mieux les médias dans leur score RSE ou dans un score de responsabilité, ça peut devenir des éléments importants dans les arbitrages. Donc je reviens sur le premier point, sur les données. Bon, je pense que ça fait la une de tous les médias, de tous les journaux, donc je ne vais pas refaire l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à une forme de maturité du marketing digital, avec des années sans régulation où on est arrivé à des formes de dérive et où les utilisateurs eux-mêmes ont sifflé la fin de la partie, relayés par les régulateurs. On voit qu'il y a des choses saines qui se passent. Et tout à l'heure, je disais, on ne veut pas être
là quand les choses sont installées et réagir. On veut être là quand les signaux sont encore faibles. Et donc on a déjà initié des choses pour redonner ce pouvoir, mais on va clairement remettre 100% de ce pouvoir dans les mains des utilisateurs, nous Fnac Darty, pour contribuer à ce mouvement qui est légitime. Le deuxième élément, c'est sur la personnalisation. On voit bien, alors je ne veux pas taper sur des leviers, mais on voit bien que si je donne un exemple, quand un levier est mal utilisé ou utilisé de manière déviante, comme le retargeting par exemple, vous pouvez avoir l'impression, en tant qu'utilisateur, d'avoir été pisté et tracé en voyant toutes vos navigations reflétées sur les autres sites que vous consultez pour aller voir des news, les météos et ainsi de suite. Vous allez voir tous les produits s'afficher sans arrêt et tous les jours, ça devient un peu harcelant. Cette personnalisation, elle va devoir plutôt devenir dans l'utilité et dans des choses beaucoup plus raisonnées. Et là, je pense que les choses ne sont pas écrites, elles sont à écrire, mais on va aussi s'inscrire là-dedans. Et enfin, sur nos choix médias au sens large, qui ne concerneraient pas là que le digital, je pense que ce qui nous manque, c'est encore un vrai scoring de durabilité ou de RSE des différents médias. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que ça existera, nous comme d'autres, à mon avis, on va s'en servir pour arbitrer. Et je prends un exemple, on fait partie des rares distributeurs aujourd'hui qui n'utilisent pas le catalogue papier qui est distribué dans les boîtes aux lettres. Celui-là, il n'y avait pas besoin de le noter, on savait bien qu'il y avait un problème, donc on est content de ne pas y avoir recours, mais il y aura d'autres choses à faire, d'autres choses à inventer. Est-ce que tu observes encore aujourd'hui des freins à la mise en application ou plutôt à l'adoption, soit en interne, soit dans l'écosystème d'un retailer, des freins à l'accélération de cette démarche engagée? Je pense que s'il y a des freins, c'est le fait qu'on évolue effectivement, comme tu le dis, tu as cité le mot d'écosystème. On n'est pas seul. On a avec nous déjà des fournisseurs qui ont des chaînes de production qui sont ce qu'elles sont. Et donc, on ne peut pas faire évoluer la conception d'un produit, sa facilité à être réparé ou sa fiabilité comme ça en 2 jours. Donc, il faut qu'on arrive aussi et on a déjà commencé évidemment, mais à faire comprendre à nos fournisseurs l'intérêt de la démarche, s'ils ne la comprennent pas déjà eux-mêmes, et qu'on arrive à les emmener avec nous. Ensuite, il y a toujours aussi des tensions entre le business historique qui a été fait par une entreprise et celui qui doit devenir demain. Et donc, on voit bien que ça a été annoncé dans le plan stratégique, le pivot qu'on fait pour aller là-dedans, c'est que ça ne va pas reposer que sur nos offres de produits, ça va reposer aussi sur les services qui vont autour. Donc, c'est un business model à réinventer et tout ça aussi ne se fait pas en 2 jours. Donc, je ne dirais pas que c'est des résistances, c'est plutôt des complexités. Il faut savoir se réinventer et arriver à mettre du rythme derrière la réinvention. Et c'est ça le challenge pour nous comme pour d'autres. Et la transition était très bien, puisque justement, mon autre question, c'est comme tu parlais de business model à réinventer, qu'est-ce que tu observes autour des business models liés à la durabilité et à l'engagement? C'est bien que tu me permettes d'y revenir, parce que je les ai cités très vite tout à l'heure. Mais nous, il y a vraiment 2 axes. Le premier axe, c'est la seconde vie. On n'est pas les premiers sur le sujet. Il y a des entreprises qui en ont fait leur business model. Je pense au Bon Coin, par exemple, à Vinted ou à Back Market, qui font ça très bien. Mais on pense qu'on peut arriver avec une proposition différente et tout aussi forte et crédible. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est déjà aujourd'hui le premier recycleur de France sur les produits électroniques et électriques. On est aussi le premier réparateur sur ces produits-là. Donc, tu vas voir où je veux en venir. C'est qu'on est capable d'intégrer toute la verticale de la collecte. Après, ensuite, le fait de pouvoir réparer si besoin, en tout cas contrôler, reconditionner et aller jusque du coup à la commercialisation. Donc, c'est assez rare de pouvoir le faire. Ça fait partie d'un pari qu'a fait le groupe il y a longtemps de se dire on n'externalise pas, on engage ces frais-là en frais fixes, quoi qu'il se passe. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça rejaillit et on se dit on a bien fait de le faire. Le deuxième type de business model, j'en parlais juste avant, c'est les services. Les services, quand on dit qu'on veut devenir... qu'on veut avancer sur les services d'assistance au foyer par abonnement, on a déjà commencé à poser des pierres là-dessus. Je ne sais pas si tu connais un service qui s'appelle Darty Max chez nous. Ça a été lancé il y a un peu plus d'1 an. Et c'est une vraie révolution par rapport au modèle de la garantie historique. Avant, ce que vous faisiez, c'est que vous aviez la garantie légale d'un produit qui vous couvrait 2 ans et vous pouviez rajouter 3 ans, produit par produit, à mesure que vous les achetiez, pour aller jusqu'à 5. On a renversé la table là-dessus. On s'est dit, en fait, on va passer par un abonnement mensuel à un prix raisonnable qui est de 10 €. Et en fait, ça va couvrir tout l'électroménager du foyer.
Et donc, quel que soit le nombre de pannes que vous avez sur cet électroménager, quelle que soit la main-d'œuvre que ça engage, quelles que soient les pièces qu'il y a à réparer, vous êtes couvert à 100% à partir du moment où vous êtes abonné. Et quand je parle d'électroménager, pour le moment, on est sur le gros électroménager, c'est les frigidaires, c'est les lave-vaisselle, c'est les fours, les hottes, les caves à vin. Enfin, il y a en moyenne 6 de ces produits dans les foyers en France. Et quand on accumule ces 6 produits en moyenne, c'est plusieurs milliers d'euros d'engagés pour les ménages. Donc on voit vite que le fait de les réparer plutôt que de les remplacer à mesure qu'ils tombent en panne, vu qu'une fois que vous êtes abonné, ça vous coûte 0, c'est très vite rentable entre le coût de l'abonnement et le coût du remplacement. Et en plus, évidemment, je vous dis aujourd'hui, c'est que l'électroménager, mais demain, ça a vocation à couvrir tous les produits qu'on vend et peut-être au-delà. Et là aussi, pourquoi on peut le proposer de manière inégalée, c'est que là aussi, on a fait ce choix d'avoir un SAV intégré avec des milliers de réparateurs qui, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on fait 1,5 million de réparations par an chez Fnac Darty. Quand je vous dis qu'on est premier réparateur, c'est sur ce chiffre-là. En 2025, on va en faire 2,5 millions. Donc voilà, il y a un fort engagement et du coup de forts recrutements dans ce sens-là. Tu parlais de rentabilité pour le client final, pour le consommateur. Parlons de la rentabilité pour le groupe. Est-ce que finalement cette approche de accompagner le consommateur à consommer moins mais mieux est génératrice de valeur in fine? Elle doit l'être, puisqu'on reste un agent économique qui doit présenter des résultats économiques. Je pense qu'elle va l'être de deux manières. On va aussi le découvrir, on va aussi apprendre en marchant. Elle va l'être déjà parce que quand on dit consommer moins mais mieux, c'est probablement sur des produits à plus forte valeur. Donc plutôt que d'acheter du bas de gamme ou du moyenne gamme, les gens vont peut-être mettre quelques euros en plus pour un produit qui est plus fiable. Donc déjà, peut-être moins de volume mais plus de valeur par unité vendue. Et ensuite, il y a le fait que, je l'ai dit, je l'ai sous-entendu plusieurs fois, mais tout ça ne va pas reposer que sur un business produit. Et c'est ça aussi le pivot qui est fort, c'est que ça va reposer aussi sur un business service autour du produit. Et c'est ce business-là qui va nous aider peut-être à compenser d'éventuelles pertes aussi de valeur sur les produits si on vend peut-être moins de volume. Mais tout ça va faire un écosystème vertueux de toute façon, et pour nous, et pour les clients, et puis surtout pour la planète qui est entre nos mains. Dernière question. Quelles sont les marques qui, selon toi, sont des best-in-class, bien engagées, bien ancrées dans finalement ces enjeux autour du climat, de la planète? Je pense que déjà, ça se mesure à la cohérence entre les actes et les paroles. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question de parole. Au niveau mondial, il y en a une que je trouve vraiment impressionnante, c'est Patagonia. Je pense qu'ils ont dépassé le stade de l'entreprise à mission. C'est carrément une entreprise activiste. On se rappelle de leur ambition. C'est tout simplement de sauver la planète. Il n'y a pas beaucoup de marques qui osent s'écrire ça. Et ils s'y emploient plutôt bien, puisque au-delà de la base, qui évidemment doit être irréprochable, qui est toute la conception de leurs produits et leur distribution, ils font des choses qui sont quand même assez innovantes. Le premier, c'est ce fameux 1% for the planet, où ils reversent chaque année 1% de leur chiffre d'affaires à des associations qui ont la même mission, la même vocation qu'eux. Et de la même manière, sur le côté plus B2B, ils ont un fonds de capital risque intégré qui dote assez richement pour pouvoir soutenir d'autres entreprises qui ont aussi la même vocation qu'eux. Donc ça, c'est assez marquant, et je ne parle pas évidemment de tout ce qu'ils font en communication pour relayer ça. On a tous en tête les campagnes assez marquantes qu'ils font, alors qu'ils dépensent assez peu en médias, mais on a tous ça en tête. Après, pour avoir un petit côté cocorico, en France, je trouve qu'une marque qui fait ça très bien, c'est Yves Rocher. Yves Rocher, ils sont quand même très forts sur déjà la base à nouveau, sur la conception de leurs produits, que ce soit ce qu'on met dedans et les emballages. Et pour le coup, ils ont compris ça très tôt, et c'est presque une évidence pour le consommateur aujourd'hui qu'on ait de voir Yves Rocher arriver sur ce terrain-là, puisqu'ils l'ont toujours été. Mais ensuite, ils ont un travail de filière aussi qui est extrêmement intéressant quand on s'y intéresse, leur fameuse filière végétale. En partie, ils les intègrent, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes, ils cultivent autour de leur berceau à la Gacilly en Bretagne. Et quand ils ne le font pas eux-mêmes, leur cahier des charges auprès des fournisseurs, c'est hyper intéressant de regarder et extrêmement drastique. Et pareil, eux, de la même manière, ils ont aussi des initiatives plus de communication, mais qui du coup sont extrêmement cohérentes avec ce qu'ils font par ailleurs. Je pense à Plantons pour la planète, qui est une revégétalisation de la planète. Je pense aussi au prix Terre Femmes, qui soutient des femmes qui ont des vraies actions en faveur de la planète. Donc voilà, tout ça, en fait, Yves Rocher, tout comme Patagonia, c'est logique de les voir arriver sur des sujets de communication comme ça, parce que tout est irréprochable derrière. Et Brice Rocher est le président de cette édition. Voilà,
C'était pas pour faire de la flagornerie. Tout à fait. Merci beaucoup, Julien, pour cet échange. Merci à tout le monde. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une interview avec le Club Med et Quentin Briard. Merci beaucoup. Merci.